Bonsoir à tous, merci beaucoup pour nous rejoindre ce soir. Donc c'est notre deuxième masterclass, toujours sur comment faire un cadeau pour la fête des pères. Et encore une fois, on ne va pas se limiter à la fête des pères. On va, bien sûr, c'est les moments qu'on doit partager avec les mamans sont les bienvenues et on doit partager ce whisky. L'idée, ça va être de vouloir offrir pour la fête des pères bien plus qu'un whisky finalement. On va offrir un moment de partage, un moment de dégustation. Et souvent, quand on offre une bouteille de whisky, l'idée, c'est de ne pas se retrouver dans la configuration où on offrirait une sorte de, comme un bon, en fait, un bon cadeau. On veut expliquer pourquoi on l'a choisi et pouvoir replacer ce cadeau dans une réflexion qu'on a eue, donc un cadeau très personnel. Voilà ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc, on a une sélection de whisky qu'on va traverser. Et aujourd'hui, notre approche, c'est vraiment le whisky écossais. Certes, il y a du whisky maintenant quasiment dans le monde entier, il y en a beaucoup en France aussi, mais on va faire un focus sur le whisky écossais qui reste quand même la catégorie reine, celle qui a quand même majoritairement inspiré le monde du whisky et qui va nous permettre de la comprendre. Ça permettra aussi finalement de comprendre les étrangers en comprenant vraiment le whisky à sa source. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Nicolas Julès. On est ici dans une Distillerie Paris, la seule distillerie parisienne, dédiée à la connaissance, à la réflexion et à la découverte du monde du whisky. Et aujourd'hui, on va faire ce petit tour ensemble en commençant. Donc on va prendre une approche géographique. On va attaquer ce périple en arrivant sur le sud par Arran, qui est une île au sud-ouest de l'Écosse. Et puis on va vraiment s'intéresser à cette distillerie avec la distillerie éponyme, avec une sublime version Sherry Cask. Derrière, on va remonter un petit peu et on va approcher de l'île de Jura et découvrir la version Sevenwood. Ensuite, on va faire un petit jump, on va quitter les îles un petit peu pour aller du côté du Speyside, cette région emblématique où il y a la plus grosse concentration de single malt en Écosse. Et qui a été une région avec Cardew, qui a vraiment façonné le monde du whisky et qui a imprimé un style au Speyside de manière durable. Et puis, on va revenir vers les îles, là, pour se frotter à la tourbe. Donc, on va faire en S un peu, on sera parti de Arran, Jura, on jump dans le Speyside et on reviendra par le nord à Skye, avec la grandiose Talisker et une version Distillers Edition qui est parfaite pour faire un cadeau. Et puis, on finira par l'île d'Ayla, le monstre sacré le royaume de la tourbe, et avec une édition Lagavulin 12 ans, donc qui est à la fois une distillerie mythique, mais en plus qui offre une espèce de tribute à ce qu'était Lagavulin jusque dans les années 90, 12 ans, avec une version brute de fût, collector, qui sort en small batch chaque année. Donc voilà, c'est le périple un peu qu'on vous propose, à la découverte du cadeau parfait pour la fête des pères et bien d'autres occasions. Et donc bien sûr, on parle de l'Écosse. Quels sont les critères d'un whisky écossais? Donc les critères des whiskies écossais sont majoritairement la double distillation. On a cette culture de la double distillation en Écosse. On a aussi cette double culture qui est restée du whisky tourbé qui s'associe au whisky non tourbé. Historiquement, c'est surtout les grands blenders qui avaient toujours gardé cette trame tourbée comme une épine dorsale dans leur whisky, notamment les whiskies Johnny Walker qui ont toujours cette épine dorsale qu'on retrouve souvent. Et puis, après, les whiskies écossais ont aussi cette culture d'un vieillissement, d'abord en bourbon barrel, et il y a eu dans les fin des années 70, à Glenmorangie, l'idée d'un whisky qui venez chercher un finishing, un deuxième affinage, dont on parlera aussi aujourd'hui. Si on voulait faire par opposition, les Irlandais, historiquement, cherchaient des whiskies très élégants, très fins, très subtils, et donc ils étaient restés à la triple distillation. Clairement, quand on distille 3 fois, on épure plus le whisky, et on va chercher des choses plus élégantes, plus subtiles, qui à l'époque étaient très intéressantes, avec moins de maîtrise, mais à l'heure actuelle, où la maîtrise du maltage, de la fermentation, de la distillation et de l'élevage sont bien plus importantes, à ce moment-là, les Français ont quand même le cœur qui penche pour les whiskies écossais et leur caractère, leur puissance, leur richesse. Derrière, clairement inspirés par le whisky écossais, de nombreuses nations se sont mis au whisky. Alors on peut
il y a bien sûr les whiskies japonais, hein, dont on parle beaucoup. Il faut savoir que les whiskies japonais puisent leur regard, leur racine dans l'adoration qu'ils avaient pour les whiskies écossais. Taketsu, un des premiers distillateurs de whisky, avait une passion sans borne pour l'Écosse et il s'était même marié à une Anglaise. Et donc ces whiskies-là, en fait, en réalité, ont été posés leur tradition, notamment pour les Japonais, cette idée d'un whisky basé moins sur la complexité, mais plus sur la structure. Nous, les Européens, on est baroque en fait, on aime la complexité, on aime la richesse, alors que les Japonais profitent beaucoup plus leur goût sur la structure et l'harmonie en fait. On voit ça dans leur cuisine d'ailleurs. Alors ensuite, on a bien sûr un pays qu'on ne peut pas oublier, c'est les États-Unis. Les États-Unis, eux, c'est les migrants irlandais et écossais qui ont trouvé aux États-Unis un moyen avec la céréale de s'exprimer, mais par contre des températures plus élevées, donc une fermentation plus funky un peu, hein, et puis un élevage en fût neuf qui va donner une structure très puissante, qui est clairement un goût un petit peu plus, quelque chose de plus exubérant. Donc c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis après, beaucoup de pays qui sont en train de se chercher en fait. La France notamment qui propose beaucoup de distilleries maintenant. Bientôt on aura une centaine de distilleries en France, mais il est encore compliqué de parler d'un style. Et finalement aujourd'hui ce qu'on veut faire c'est vous donner les clés pour faire le cadeau parfait. Et comment se reconnaître dans le monde du whisky si on ne connaît pas les bases, la fondation. Et pour les Français, le fondement du whisky, ça reste quand même le whisky écossais. Et donc on va ensemble aller à cette découverte. Donc, alors, juste un petit rappel, vous avez une page dédiée sur whisky.fr avec les whiskies dont on parle aujourd'hui et notamment avec un code masterclass-écosse qui vous permettra d'avoir le port gratuit et surtout de revenir, de garder un peu la trame de ce dont on a parlé aujourd'hui. On va commencer notre périple et donc le lien est en description, hein, vous pourrez le copier et le coller. N'hésitez pas à poser des questions aussi. C'est pour ça que j'ai une oreillette. En fait, quelqu'un est là pour me passer vos questions et pour garder quelque chose d'interactif. On a beaucoup de plaisir pour ceux qui nous rejoignent à échanger avec vous. La vidéo est devenue un nouveau moyen de communication avec le Covid et c'est un moyen de partager cette passion qui nous anime, qu'on veut vous aider à partager vous-même en offrant un cadeau à votre père, à votre beau-père, à votre frère, à qui que ce soit. Mais toutes les occasions sont bonnes pour proposer du whisky, mais pour apprendre à le découvrir, apprendre à partager des moments ensemble. Donc, on va commencer notre périple avec Arran. Donc, Arran, on l'a dit, hein, c'est une île qui est au sud-ouest de l'Écosse, avec la distillerie éponyme. C'est d'ailleurs, c'est une distillerie qui a été créée en 1995, mais qui depuis 2019-2018 a une autre distillerie qui s'est créée, qui appartient aussi à Arran, qui sera dédiée au whisky tourbé. Alors, Arran, c'est un whisky assez moderne, hein. On peut dire que ça s'est mis dans cette logique de ces nouveaux pays producteurs, même si c'est une île écossaise. Arran ne produisait pas plus de whisky. Alors, historiquement, il y avait une cinquantaine de distilleries clandestins. La clandestinité était de rigueur sur l'île. Mais il y a une distillerie en 95 qui se pose et qui vient raconter l'histoire de Arran. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Arran, c'est certes un whisky d'île, mais la base de ce whisky va être plutôt de chercher un style élégant et fin. Notamment, ce qu'on dit toujours, hein, c'est on commence par juger le malt. Est-ce qu'on est sur un malt tourbé ou non tourbé? Ici, on est sur un malt non tourbé. Donc, on aura bien sûr des arômes. On va enlever on ne va pas s'attendre à ces arômes fumés, tourbés, marins, etc. Ensuite, le deuxième moyen de juger quel style de whisky on va avoir, ça va être la fermentation. Et là, à Arran, on est plutôt sur des fermentations assez courtes, hein, une cinquantaine d'heures, qui va permettre des fermentations, des goûts assez légers, assez élégants. Et enfin, avant l'élevage, le critère principal, ça va être la forme des alambics. Retenez bien ça, un petit alambic trapu, vous pouvez même regarder sur Internet pour comprendre une distillerie, un petit alambic trapu favorisera des goûts puissants, beaucoup de choses passent à travers l'alambic, alors que des longs alambics très élancés vont favoriser des whiskies sur l'élégance, sur la finesse. On va favoriser la finesse plutôt que la puissance. Donc là, tous les critères sont réunis pour faire un whisky qui sera plutôt fin, plutôt élégant, plutôt assez léger. Et sur la bouteille, vous pouvez lire Sherry Cask,
Donc, Aran, sur cette édition, aura été mis dans des fûts ex-sherry. Donc, sherry, c'est Xérès. N'hésitez pas, hein, peut-être que vous connaissez parfaitement ce qu'est un sherry, mais en fait, peut-être que les personnes à qui vous l'offrez ne sauront pas. Et donc là, expliquez bien que sherry égale Xérès. Donc, des vins, on appelle des vins mutés, qui ont été fortifiés à l'alcool et qui vont permettre d'extraire du bois des composés particuliers. Donc là, quand on goûte ce whisky, on retrouve tout de suite au nez à la fois la légèreté, la fraîcheur de Aran combinée à ces notes plus épicées, plus fruits secs qu'amène le sherry cask. Donc, pour ceux qui ne nous ont pas vus pour la dernière masterclass, il y a un élément qu'il faut absolument passer. À mon avis, c'est comme un cadeau que l'on fait aux gens à qui on offre du whisky. C'est comment on boit du whisky, le mode d'emploi en fait. Beaucoup de gens, si vous leur dites pas, en fait, là vous voyez, j'ai à peu près 1,5 centilitre, 2 centilitres dans mon verre. Si vous dites rien, à cause de la culture que l'on a du vin en France, les gens vont le prendre et vont le boire comme un vin. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un bon centilitre et l'avaler en une seule gorgée. À ce moment-là, c'est catastrophique parce que, l'alcool, on n'est pas comme dans un vin. Un vin est très faible en alcool, environ 15% maximum. Les vins mutés, ça peut aller jusqu'à 20%. Mais ça reste très léger, on n'est jamais brûlé par un vin. Alors que le whisky, c'est une règle du whisky, un whisky ne peut pas être embouteillé à moins de 40% d'alcool. Donc, un whisky, si on le buvait comme ça, direct, serait brûlant, astringent, et le pire pour nous, il serait complètement anesthésiant. C'est-à-dire que j'aurais la première gorgée qui viendrait me brûler, m'assécher, et j'aurais plus vraiment de perception. Et au moment où je recouvrerai mes sens, en fait, j'aurais perdu la majorité de l'intérêt. Une grosse partie du goût m'aura complètement échappé. D'accord ? Surtout qu'ici, nous sommes en présence d'une édition qu'on appelle Straight from the Cask, brut de fût, en direct du fût. C'est-à-dire que entre le tonneau et la mise en bouteille, on n'a pas dilué le whisky. Comme on ne l'a pas dilué, on va avoir un pourcentage bien plus élevé. Alors, ça demande encore plus de circonspection pour le déguster. D'accord ? N'hésitez pas à éventuellement mettre quelques petites gouttes d'eau, voire le diluer plus largement. Il n'y a rien de barbare à ça. Finalement, la majorité des whiskies sont ce qu'on appelle réduits. Mais ça peut être intéressant, au moins en dégustation, de le goûter comme ça, brut de fût. Donc, on va prendre le whisky, on le sent. Donc, vous voyez, les verres tulipes comme ça sont intéressants parce qu'ils tiennent le nez à bonne distance du jus. Puis ensuite, je prends une micro-goutte. Comme ça, vous voyez que je suis capable de parler en même temps. Le whisky vient tomber doucement sur le réservoir de salive que j'ai en bas de ma bouche. Et puis, c'est comme si je parfumais ma bouche. Donc là, même avec un pourcentage à 55,8, je vais avoir une perception de l'alcool qui est plus douce, plus légère, plus aérienne. Je n'ai pas le mordant de l'alcool. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que vous devez rabâcher quand vous faites un cadeau whisky. Comment on boit le whisky. Il y a un autre effet, c'est que, bien sûr, quand on boit comme ça, là, vous voyez, avec 2 centilitres, je vais pouvoir passer un long moment. Je vais facilement passer 1 heure en passant beaucoup de temps à le sentir, à le tourner dans le verre. Je reprends une petite goutte en discutant avec des amis. Et là, ces 2 centilitres se transforment en un long moment de partage, de dégustation. On va être surpris par le whisky qui évolue. On va un peu refaire le monde, etc. Et d'un seul coup, ce cadeau que vous avez offert, qui à la base n'était qu'une bouteille de whisky, devient un moment incroyable de partage et d'échange, un moment de découverte autour du whisky. D'accord ? Donc, si on devait résumer, avec Aran, on rentre par le sud, les îles du sud, en fait, en Écosse, et puis on rentre sur un whisky qui est plutôt frais, aérien, délicat, mais qui, ici, est passé dans un fût ex-Xérès, qui va lui donner de la rondeur, de la profondeur et de la gourmandise. Donc, on va aborder une première opportunité de faire un cadeau. Alors, on va embarquer pour un petit voyage, on va faire un petit saut, vous pouvez même suivre sur une carte, on va faire un petit saut pour une île qui s'appelle Jura. Alors parfois les Français pensaient que c'est du whisky du Jura, ce n'est pas le cas, c'est une île qui s'appelle Jura, Isle of Jura. Et là, on va avoir un whisky aussi, donc une distillerie qui a évolué, qui était une ancienne distillerie mais qui a été retransformée. Et puis, à Jura, on voit bien là quand on va le sentir qu'on a aussi
un nez qui est quand même relativement léger, aérien. Donc, déjà, intuitivement, on pourrait se dire, tiens, peut-être qu'on retrouve à peu près les mêmes facteurs de construction du whisky que ceux qu'on en avait sur Arran, c'est-à-dire des fermentations plutôt courtes, et puis des alambics élancés. Et en fait, si vous pensiez ça, vous feriez mouche, c'est parmi les plus hauts alambics d'Écosse, c'est-à-dire qu'on a une fermentation relativement courte, alambic très élancé, qui va favoriser des whiskies plutôt légers, plutôt aériens. On est quand même sur un whisky d'île, et historiquement, les îles avaient dans leur culture la tourbe, pour une raison simple, c'est que dans le processus de maltage, c'est très simple le maltage, on prend un grain d'orge, on le trempe dans l'eau, et au moment où il germe, on sait qu'on a transformé l'amidon en sucre, donc on va pouvoir faire de l'alcool. Sauf que si on laissait le processus, le germe et la radicelle mangeraient pour grandir toute la réserve de sucre qu'il y a dans le grain d'orge, donc on n'aurait pas d'alcool. Il va falloir stopper ce processus, et là on va chauffer. Et c'est le premier grand moment où on va arbitrer le style du whisky. Ici, une grosse majorité est non tourbée, donc un mâle qui a été séché avec une chaleur indirecte, la même technique que celle qu'on avait à Arran, sauf que quelques semaines par an, Jura va distiller des whiskies qui vont être tourbés. Et cette tourbe va rentrer dans la composition, va être élevée à part, et va rentrer dans la composition comme un élément composant de Jura. Et au nez, on sent une petite trame comme ça, légèrement fumée, qui va architecturer le whisky. Donc là, on va, vous voyez, vous apprenez à décrypter comme ça, on remonte un peu, on a un whisky qui est certes très légèrement tourbé, mais qui est plutôt dans ces whiskies assez légers, assez aériens. Alors, vous pouvez remarquer sur la bouteille qu'on a Sevenwood. En fait, Arran, pour les premières années de sa vie, passe dans des fûts ex-bourbon, qui est le fût qui garde le mieux l'intégrité du style de la distillerie, qui est le plus proche du style de la distillerie. Et puis derrière, pourquoi Sevenwood? Parce que ça va passer ça va finir, une partie du whisky en tout cas, va finir sa vie dans 6 autres types de fûts, qui sont des chênes français, et qui sont en fait les grandes forêts françaises, les grands terroirs de bois et donc de barriques en France, comme l'Allier, le Jura, les Vosges, etc. Le Tronchet bien sûr. Et donc c'est d'où cette version Sevenwood. Donc là on va retrouver dans ce whisky une trame assez fraîche, assez aérienne, et puis cette petite trame légèrement tourbée. Toujours la même technique de dégustation, bien sûr. Alors, on va reprendre. Est-ce qu'il y a des questions ou Alors, il y a une question très intéressante là qu'on me donne dans l'oreillette de Hervé, je crois. C'est est-ce qu'on peut mettre le whisky au frigo? Oui, vraiment oui. Surtout, ça c'est quelque chose que vous devez transmettre. Encore une fois, on n'est pas là que pour offrir des bouteilles de whisky. On est là pour faire découvrir un univers. Et ne vous encombrez jamais de dogmes ou de rigidités comme ça qui emprisonnent le plaisir que l'on peut avoir pour le whisky. Il faut être assez rationnel. Bien sûr que les gens vont vous dire un whisky ça se boit, on va dire à température ambiante ou chambrée. Mais si vous êtes dans le sud de la France en pleine canicule à 40 degrés, ça ne sera pas bon en fait. C'est tout à fait logique. Le whisky est composé d'eau, d'alcool et d'éléments aromatiques. Le solvant principal, la structure même du whisky, c'est l'éthanol, l'alcool, qui est un super solvant. Cet alcool est très volatile. Si la température monte trop, le whisky se déséquilibre. L'alcool va monter très rapidement, au nez, va devenir un peu piquant, désagréable, et c'est pas intéressant. Donc, si jamais dehors il fait trop chaud, faire passer votre bouteille de whisky un petit peu au frais, ou alors la réserver dans un seau à glace avec beaucoup d'eau et 2-3 cubes de glace, ça va juste permettre à votre whisky de rester à la bonne température. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une bonne température? C'est pas si simple que ça non plus. C'est encore une fois une histoire d'interprétation. Imaginons, si par exemple, il y a la température, on va dire, classique, chambrée, entre guillemets, autour de 18 degrés Celsius, qui offre un beau potentiel, un beau panel pour la dégustation. Mais admettons qu'il fasse assez chaud et que j'ai envie de me rafraîchir avec quelque chose d'un peu plus huileux, un peu plus goûteux. Je peux aussi baisser la température de mon whisky. À ce moment-là, je perdrai en complexité. Vous voyez, le whisky va se resserrer un peu, va devenir moins expressif. Par contre, je vais gagner en texture. La texture va devenir plus ronde, plus onctueuse, plus huileuse, et ça sera très très agréable. Par contre,
Si je le laisse remonter en température, à ce moment-là, je vais reprendre un peu de sa structure, l'alcool sera un petit peu plus perceptible, mais on sait comment le goûter maintenant, et puis je vais avoir par contre l'expression aromatique qui va se développer, le whisky qui va littéralement s'ouvrir. Ça c'est un point important. De la même manière, pas de problème à diminuer doucement le pourcentage d'alcool avec un petit peu d'eau. Évitez bien sûr des eaux qui sentiraient le chlore, évitez toutes les eaux minérales, prenez des eaux de source, très peu minérales, c'est parfait. Pas besoin d'aller chercher l'eau écossaise, il n'y a pas de problème avec ça. Donc là, on va reprendre notre sac à dos, un peu notre voyage en Écosse, à la recherche du cadeau parfait. Et là, on va faire on était sur les îles au sud-ouest, et puis on va faire un jump plutôt au nord-est des Highlands, dans une zone qu'on appelle le Speyside. Alors, il faut penser que le Speyside n'existait pas vraiment historiquement. Il y avait vraiment une grosse discrimination qui se faisait entre les whiskies du sud, les terres basses, les lowlands, qui traditionnellement faisaient des whiskies assez légers, assez frais. Dans ces régions-là, en fait, on était sous la coupe anglaise et on produisait des whiskies pour les grandes villes anglaises, avec les règles anglaises, notamment les taxes, qui en augmentaient le prix, ce qui fait que la seule clientèle qu'on pouvait attraper, c'était les riches citadins anglais. Et il reste plus grand, il n'y a plus tant que ça de distilleries dans les Lowlands qui défendent ce style. Il y en a une que j'aime particulièrement qui s'appelle Glenkinchie, mais là on va plutôt aller de l'autre côté des montagnes, là où la liberté, c'est comme dans Brevard en fait, c'était un peu le Far West écossais. Les Anglais n'avaient pas la domination et donc on avait une culture de la distillation clandestine. Donc les gens ont acquis quand même ce goût, c'est là où le terroir vient du cœur des gens en fait. Les gens avaient nourri un style de whisky plus rustique, plus puissant. Et avec le temps, notamment au début des années 1800, on a voulu aller chercher, on a évolué on est passé de la clandestinité à la légalité. Et notamment, il y a une distillerie dans le Speyside où un certain Cumming, qui était un distillateur clandestin notable et condamné pour ça, a décidé de passer à la légalité et de créer une distillerie légale, de prendre une licence. Et cet homme Cumming, en fait, qui avait peu de constance a priori, a rapidement préféré retourner à la clandestinité et a mis sa femme dans la distillerie. Hélène Cumming, qu'on représente souvent avec un drapeau sur la bouteille et sur le pack, mais Hélène Cumming, cette femme, a été souvent limitée à la femme qui prévenait les clandestins quand les douaniers venaient. Mais la réalité des choses, c'est que cette femme, tout est archivé dans le monde du whisky, on voit c'est le genre de personne, vous savez, qui fait les choses comme il faut, qui expérimente, qui revient, qui peaufine. Tout est archivé. Et donc, elle a amené un style de whisky qui amenait le caractère des Highlands avec une évolution technique vers quelque chose de plus maîtrisé. D'accord ? Et ça a été une bascule totale. Elle produisait des whiskies qui étaient riches, onctueux, fruités, et qui en même temps avaient une espèce de pureté, une espèce de précision que les gens adoraient à l'époque. En fait, c'était une vraie mutation dans le style du whisky. Et cette femme a révolutionné la région. De nombreuses distilleries se sont inspirées de son style, notamment un jeune entrepreneur grand qui crée Glenfiddich a racheté ses alambics d'occasion pour capter le style. Vous voyez, l'alambic, c'est ce qui raconte le plus une distillerie. Et donc, si on veut copier le style d'une distillerie, on copie son alambic, en fait. Les levures, je vous parlais tout à l'heure, on ne savait même pas qu'elles existaient à l'époque. Et le vieillissement n'était pas d'usage non plus à l'époque. Le vieillissement devient courant après 1915-1916. Donc, dans cette distillerie, Cardew naît un nouveau style de whisky qui allie le caractère et la technique. Et on va appeler ça plus tard le Speyside. Ici, on va s'intéresser à Cardew 18 ans, donc pour finalement offrir le Speyside à quelqu'un, la découverte du Speyside, finalement l'histoire du Speyside, et en même temps, on est sur un 18 ans. Donc, sur nos deux premiers whiskies, on est sur des whiskies sans mention d'âge, où l'âge n'est pas clairement revendiqué. Ici, on revient à quelque chose qui parle d'une autre époque, où l'âge était un des critères principaux de sélection du whisky. Et on va ici donc expérimenter cette distillerie Cardew. Donc, ce qui va tout de suite pardon pour le bruit, nous intriguer au nez, c'est qu'on a cette promesse du Speyside, la richesse, le volume, la céréale. Pour moi, c'est vraiment un whisky coup de cœur parce que souvent, ça fait partie des distilleries anciennes qui ont été très tôt présentes sur le marché du single malt et que les amateurs, on a eu tendance à snobber, à oublier un petit peu. Mais qui offrent des whiskies
incroyables. En fait, ce ne sont pas des whisky old school ou dépassés ou has-been, c'est des beaux classiques et qui peuvent parfois, et c'est le cas ici, offrir des rapports qualité-prix incroyables. On est ici sur un whisky majeur qui a construit le Speyside, qui a un 18 ans, ce qui est âgé dans le whisky, et qui est à 73 €. Donc on est sur un prix tout à fait accessible. Encore une fois, si on goûte ça par 1 centilitre, c'est finalement 1 € le cadeau qu'on offre et le voyage qu'on offre à quelqu'un. Donc on retrouve tout à fait la promesse du Speyside. Il y a du volume, un très joli boisé, mais qui reste somme toute assez discret, qui ne vient pas écraser le whisky. Et on retrouve derrière ces notes fermentaires, ces notes de céréales, là, on passe tout de suite sur un cran au-dessus au niveau de la structure. Pour une raison simple, là, clairement, on va chercher des fermentations longues, hein, qui font entre 70 et une centaine d'heures. Donc, au fur et à mesure de ces fermentations qui durent, se construit une structure aromatique basée sur des molécules qu'on appelle les esters, qui sont en fait un acide et un alcool qui avec le temps se lient ensemble. Et donc, Cardiou prend de la structure, prend de la puissance durant ces longues fermentations. Et ensuite, on est là, on passe à des alambics beaucoup plus trapus, qui laissent passer beaucoup plus de choses, et donc on sort du gras, un côté huileux, donc on va complètement dans un autre style de whisky. On n'est pas sur la puissance qui vient de la tourbe, mais la puissance qui vient de la fermentation longue, associée à des alambics plutôt trapus. Donc vous voyez, vous savez maintenant comment décrypter un whisky. Type de malt, tourbé ou non, type de fermentation, ici des fermentations longues, et ensuite, la forme de l'alambic. Donc on est passé d'alambics plutôt élancés, qui font des whiskies plutôt légers, à des whiskies qui prennent plus de puissance et de caractère dans des alambics plus trapus. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hein. Donc vous voyez, au moins vous pourrez orienter le cadeau en fonction de la personne à qui vous voulez l'offrir et le guider un petit peu, lui offrir un peu ce voyage qu'on est en train de réaliser ensemble. Donc on va reprendre le voyage, là on va revenir par le nord en fait, du côté des îles. Et donc, avant peut-être de jumper sur Talisker, je crois qu'il y a 2 questions. Alors, c'est compliqué les lectures dans le monde du whisky, mais il y a de nombreux livres en fait qui existent. La maison du whisky elle-même en édite pas mal et qui sont très intéressants. Mais j'ai envie de dire, découvrez le plus, lisez, il y en a un qui s'appelle Whisky, hein, je pense à la maison du whisky, il me semble que c'est le titre. Je suis dyslexique, hein, j'oublie les mots, mais vous le trouverez sur whisky.fr. Il y a de nombreux ouvrages, mais si je peux vous donner un conseil, lisez en essayant toujours de faire ce qu'on est en train de faire ici, c'est-à-dire de mettre en perspective, de comprendre quelles implications quelque chose a sur le style du whisky, d'où ça vient d'un point de vue historique, et de pouvoir d'avoir une lecture avec une compréhension. C'est un peu le problème de notre époque où l'information est extrêmement disponible, c'est magique, mais en même temps c'est presque un peu trop, et parfois on a du mal à trier le vrai du faux, mais surtout à trouver une logique et une intelligence dans toutes ces informations. Donc c'est justement ce qu'on essaie de faire dans chacune des distilleries, et approcher avec un regard, une logique, on comprend quel est son style et pourquoi je vais l'apprécier. Et en fait, quand on sait pourquoi on a choisi un whisky, pourquoi on l'a offert, on le choisit on choisit mieux le moment où le goûter, on s'acclimate mieux dans cet instant-là. Et c'est un peu comme la fameuse pleine conscience qui est à la mode, hein, on le déguste à tous les sens ouverts et en allant chercher les détails qui font que ce produit est magique et nous apporte un moment magique. Par exemple, Cardiou, c'est un très bon exemple pour ça. De nombreux experts, Cardiou en fait ne raconte pas il n'y a pas de chichi ou de belles histoires, machin. L'histoire est sublime, hein, mais on ne la raconte plus tellement, c'est devenu un classique. En fait, chacun des détails qui font ce Cardiou est incroyable, mais on a tendance à parfois considérer que c'est un classique, un peu pas pour les gens qui connaissent. Alors qu'en fait, quand on réfléchit, un malt non tourbé, donc l'authenticité de la céréale, fermentation longue, un alambic de petite taille, derrière un élevage de 18 ans qui façonne le style sans l'écraser, c'est tout ce qu'on aime dans le whisky. On pourrait passer à côté de ce rapport qualité-prix intéressant si on s'était un peu attaché à des choses peut-être trop simples, les fameuses belles histoires qui, sous couvert d'être très cool, sont parfois très marketing en fait. Il y avait une deuxième question, je crois.
Alors, une question intéressante. Est-ce qu'on peut aromatiser des whiskies avec des fruits? Non. Qu'on soit clair, le whisky, n'importe quel whisky, aussi prestigieux soit-il, a toujours sa place dans le monde du cocktail. Il n'y a rien de barbare à utiliser un grand whisky pour les cocktails. D'ailleurs, c'est comme en cuisine, il y a quelques années, on faisait attention pour un plat cuisiné, on regardait moins à mettre un produit un petit peu plus bas de gamme. Et puis maintenant, on sait que pour faire un très bon plat, il faut des très bons ingrédients. Donc pas de problème, aucun de ces whiskies n'est trop bon, soyons pas snobs, pour entrer dans un cocktail. Et on a maintenant une scène cocktail en France qui est avec des très grands bartenders qui savent faire rentrer ces produits en vibration et les révéler, en fait, comme de la cuisine liquide un petit peu. Il n'y a pas de problème à ça. Par contre, là, on est plus strict. Le whisky est un produit qui a une définition. Et dans le whisky, c'est un des produits les plus stricts en termes de production. En bref, on n'a rien le droit de rajouter à part de l'eau, des levures, donc céréales, eau, levure. On a le droit de rajouter, pour colorer, un tout petit peu de caramel. Alors, beaucoup de gens s'offusquent de ça, et c'est pas du tout du caramel comme on mange, hein. C'est ce qu'on appelle burnt sugar, c'est un sucre brûlé qui d'ailleurs n'est plus du tout sucré, qui a perdu toute qualité édulcorante, mais qui par contre est un très fort colorant, ce qui permet de stabiliser la couleur, ce qui n'est pas plus mal. Par contre, donc on n'a pas de moyen d'aromatiser avec du fruit. Ce qui resterait éventuellement comme moyen pour l'orienter un petit peu, c'est la fameuse double maturation dont nous avons parlé un petit peu sur Seven Wood, et sur laquelle on va revenir justement sur Talisker à l'instant. Donc, je reprends la course vers Talisker. Donc, on est parti des îles du Sud, on est remonté un peu sur Jura, on a fait un jump vers le Speyside, et là, on revient par le nord-ouest, et il y a une île qui s'appelle Skye, avec pendant très longtemps une seule distillerie. Il y en a une deuxième actuellement, mais en bref, vous savez, une distillerie qui s'installe, est-ce qu'elle est capable tout de suite d'être façonnée par son terroir? C'est une véritable question. On voit que le terroir, ça vient de la culture des gens, de l'histoire, du fait que cette distillerie soit frottée aux éléments, au temps, aux gens pendant des décennies, des siècles parfois. Et là, on a Talisker, qui est quand même l'icône de l'île de Skye. Alors Talisker, c'est une distillerie qui a une petite particularité, qui en a plusieurs d'ailleurs. Déjà au niveau de la tourbe, c'est un whisky qui a une tourbe légère. On est clairement sur un whisky tourbé, c'est-à-dire que le malt dont on parlait tout à l'heure a été séché non pas avec du charbon, mais avec un feu de tourbe. La tourbe, c'est comme de la terre un peu en putréfaction. C'est un processus proche du charbon, mais beaucoup plus rapide, dans les marais, hein, clairement. Et cette tourbe est coupée en briques et brûlée. Clairement, les gens qui avaient accès au charbon ont cherché très vite à se détacher de la tourbe. C'était vu à l'époque, on l'a vu comme un goût de paysan. Mais sur les îles, en fait, la logistique était compliquée. Et donc, ça a été très dur de se libérer de la tourbe. Cette tourbe, c'est un très mauvais combustible. Quand on va la brûler pour chauffer et sécher notre orge pour qu'elle devienne maltée, en fait, ça va énormément fumer. Et là, avec la même technique que le saumon fumé, finalement, il y a un transfert aromatique qui s'opère de la tourbe vers le malt. Donc, ce malt va gagner en ce qu'on appelle des phénols, qui sont la molécule qui permet de mesurer un petit peu le niveau de tourbe. Donc, pour avoir une idée, à Talisker, on est à peu près à 25 ppm, 25 particules de phénol par million. C'est quelque chose qui ne concerne uniquement la céréale. On a vu tout à l'heure que ce qui change aussi beaucoup, c'est le temps de fermentation. Donc ici, on est sur des fermentations assez longues, 70-75 heures. Donc on voit qu'on va avoir du caractère. Mais après, il y a aussi la forme de l'alambic. Et là, à Talisker, il y a un petit truc que je ne vais pas réussir à vous expliquer autrement qu'en faisant un petit schéma. Et j'aime bien faire des petits schémas. Et en fait, excusez-moi pour le bruit. Historiquement, il faut savoir que Talisker, c'est une île, elle était proche, il y avait une culture un peu proche de l'Irlande, et donc Talisker fonctionnait en triple distillation. Donc, comme on l'a vu au début pour les Irlandais, ça a fait des whiskies plus fins, plus légers. Quand Talisker a explosé dans son histoire, et donc il y a eu la décision faite de repasser en double distillation. Et on peut imaginer, donc ils ont profilé la distillerie, et ils ont utilisé des alambics qui ont une forme, on va dire, assez classique, en forme d'oignon. Et voilà. Donc normalement, quel est le chemin d'une molécule d'alcool? La molécule d'alcool est là, et poussée par la chaleur, d'accord, cette molécule s'évapore,
et elle est capable d'emmener, l'alcool est un super solvant, en fonction de la température, elle est capable d'emmener une certaine quantité de matériaux aromatiques avec elle. C'est ça la distillation en fait. La vapeur d'alcool qui s'élève en emmenant des matériaux aromatiques. Donc, à un moment donné, admettons, une molécule qui peut passer jusqu'ici, si l'alambic était plus haut, elle ne passerait pas. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, plus l'alambic est haut, plus la molécule aromatique accrochée à l'alcool doit avoir d'énergie pour monter, et donc si l'alambic est trop haut, elle retombe, et ce qu'on appelle le reflux. Donc alambic petit, un maximum de choses jump jusqu'au col de cygne, alambic est lancé, beaucoup de molécules n'arriveront pas à jumper si haut. Donc à Talisker, en fait, quand ils ont fait les premières distillations, ce qui s'est passé, c'est que le résultat qu'ils ont eu était clairement trop tourbé pour leur goût, pour leur histoire, et en même temps, ils ne pouvaient pas changer l'alambic. Et là, ils ont utilisé un petit trick, c'est que les molécules les plus lourdes, quand elles vont passer ici, là, elles vont redevenir liquides. Normalement, la molécule reste sous forme de vapeur et ne redevient liquide qu'en étant frottée à l'eau froide dans ce qu'on appelle le condenseur. Donc ces molécules très lourdes, comme elles retombent ici à l'état liquide, il suffisait de faire, un peu comme dans les jeux d'arcade, vous savez, un petit piège, un tuyau, la molécule est liquide, elle va s'engouffrer dans le tuyau et retourner dans l'alambic. On appelle ça un purifier. Certaines distilleries en ont en Écosse, comme Ardbeg par exemple, mais c'est notamment ce qui a permis à Talisker de recalibrer son profil vers quelque chose de plus élégant. Et on peut le comprendre, pour ceux qui sont déjà allés sur l'île de Skye, c'est une île qui peut être titanesque, avec des tempêtes incroyables, avec un temps noir, des températures très froides, y compris en plein été, et d'un seul coup, le soleil se lève et ça devient limite paradisiaque. Et donc ces gens ont cette culture un peu la tourbe, parce que ce sont des insulaires, ils aiment le goût, ils sont un peu soumis à cette chaleur de la tourbe et ce moyen de combustion, et en même temps, ils aiment les choses un peu élégantes, un peu presque exotiques. Et donc ce purifier a été un moyen pour créer à Talisker ce style très particulier, à la fois tourbé, mais une tourbe légère, élégante, qui fait que Talisker est souvent assimilé à quelque chose de plutôt marin. Parce que cette tourbe très légère devient plus tant que ça aromatique, elle devient comme une épine dorsale, qui crée à Talisker un style qui fait penser à la mer. Certes, les côtés embruns, un peu les algues, cette note un peu iodée, mais en même temps cette fraîcheur marine, cette vivacité, cette nervosité. Donc, Talisker, il y a le 10 ans, qui est une espèce de mythe absolu, une bouteille fantastique. Et là, on va goûter une autre édition qui s'appelle Talisker Double Maturation Distiller's Edition. Donc, avant de vous en parler plus, je crois qu'il y a une question. Alors, c'est une question très intéressante sur d'où vient ce goût marin. Est-ce qu'il vient de la tourbe ou des entrepôts? Il faut savoir qu'en réalité, les whiskies, en tout cas chez de nombreux producteurs, les whiskies ne sont pas tous stockés sur le lieu de la distillerie. Pour une principale raison qui est la sécurité. Si jamais la distillerie brûlait, le stock total serait détruit. Donc, ce qu'on fait, c'est que on garde en général à Talisker, c'est environ 6 000, 8 000 fûts à la distillerie, et les autres fûts sont disséminés dans différents lieux de stockage, ainsi avec d'autres whiskies. Ainsi, si un lieu de stockage brûle, c'est gênant pour le stock global, mais la distillerie reste à des stocks pour faire face. Ce n'est qu'une partie infime de son stock qui brûle sur un seul lieu de stockage. Donc, on comprend bien qu'on peut écarter le fait que ce goût marin très typique de Talisker, on peut voir qu'il ne vient pas en fait des embruns marins. Ça, c'est une fausse rumeur, et ici on n'est pas là pour faire des fausses rumeurs. La réalité, c'est que ce goût marin vient d'un niveau de tourbe qui, très puissant, serait sur une note un peu plus goudron, un peu plus terreux, un peu plus court de ferme, ou parfois peut-être un peu plus racine. Et là, avec une dose plus petite, ce style tourbé devient iode, devient salin, devient aérien. Et c'est ça, c'est le niveau de tourbe en fait la question est très bonne. Le niveau de tourbe vient donner ce style marin. Juste avec une petite nuance, il y a une part aussi de cette sensation saline minérale qui vient des longues fermentations. Comme à Cardio, on a vu que la fermentation structure le whisky avec ces fameux esters qui se développent très fort dans les dernières heures de la fermentation. Et ici, avec des fermentations longues, on a un whisky qui va avoir cette trame. J'aime bien donner l'exemple de Oban, qui est un whisky des Highlands et qui a une espèce de trame minérale dingue grâce à ces fermentations très très longues, plus que 115 heures. Donc là,
je vous invite à découvrir Talisker, qui est, à mon avis, un cadeau à ne pas manquer à plus d'un égard. Le premier, c'est que c'est la découverte de Sky, c'est la découverte d'une tourbe. C'est une bonne introduction à la tourbe. Cette tourbe qui est fine, délicate, mais c'est tourbé. Donc on offre peut-être à quelqu'un qui ne le connaît pas ce monde incroyable que je suis sûr que nombre d'entre vous ont eu des émotions de dingue avec la tourbe. Et là, c'est comme une introduction à la tourbe. Et en même temps, cette tourbe élégante, cette tourbe subtile, c'est en même temps donc une découverte des whiskies au profil aromatique assez puissant, avec des fermentations longues. Et enfin, quand on sent Talisker, là, on sent que la tourbe est enveloppée dans un style un petit peu différent. On a gagné en profondeur, on a gagné en intensité. Et si on scrute la bouteille pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, on voit que le whisky est une double maturation et a été mis dans un fût d'Amoroso. C'est-à-dire que Talisker, cette gamme s'appelle Distiller's Edition parce qu'on a demandé aux distillateurs d'entendre cette tendance du deuxième élevage. Donc, Talisker fait 10 ans dans des fûts de Bourbon qui conservent l'intégrité de la distillerie et le distillateur peut choisir un fût qui va venir pour quelques mois seulement envelopper le whisky et l'accompagner ailleurs. Et au début, pour être honnête, Talisker, comme ça avait été développé à Glenmorangie, a fait la même chose. 10 ans plus 2 ans. Et très rapidement, ils sont revenus en arrière. Les toutes premières éditions étaient 10 plus 2, mais ils ont considéré que ces 2 années venaient un peu écraser le style de Talisker et lui faire perdre de sa vivacité, de cette nervosité, de ce caractère marin si caractéristique. Donc ils sont revenus à quelques mois. Et Talisker, en sortant de ses fûts de Bourbon pour aller passer quelques temps dans des fûts d'Amoroso, donc l'Amoroso c'est un type de Xérès, on pourrait dire presque demi-sec, mais très marqué par un boisé oxydatif aux notes de fruits secs, avec du gras et de la profondeur, ça va révéler quelque chose, c'est que Talisker, on l'oublie souvent, mais c'est une distillerie qui prend le bois à merveille. Souvent, on reste bloqué sur ce caractère marin de Talisker, mais Talisker a des boisés incroyables. Et là, ce fût d'Amoroso vient révéler un peu plus ces très beaux boisés de Talisker. Donc on a un whisky, la tourbe est devenue un peu grillée, un petit peu plus sage, mais on a quand même cette pointe saline derrière, un nez incroyable. Toujours une petite goutte, bien sûr, on le fait tourner. Talisker est un whisky qui n'est pas brut de fût, mais qui est traditionnellement mis en bouteille à 45,8% d'alcool. Pas 45, pas 46, parce que Talisker ne ressemble jamais autant à Talisker qu'à 45,8. Par exemple, si vous lui rajoutiez quelques petites gouttes d'eau, c'est pas mauvais, c'est juste une interprétation différente, et le whisky prendrait une note fumée un petit peu plus marquée, et on aurait une note d'agrumes un peu exotique, le côté exotique de Talisker qui ressortirait. Si on avait un Talisker brut de fût, il en existe quelques-uns, à ce moment-là, la tourbe baisse un peu pour devenir plutôt sur un boisé plus puissant, un côté bois brûlé, et puis le caractère épicé de Talisker ressort un peu plus, alors que son caractère fruité exotique lui disparaît quasiment. Donc c'est à 45,8 que Talisker est le plus Talisker. Mais vous pouvez bien sûr l'interpréter à votre manière, puisque les seules règles qui comptent, ce sont les vôtres. Alors moi, j'ai toujours beaucoup d'émotions avec cette bouteille. J'ai découvert notamment le whisky avec les Classic Malt à l'époque, pour les plus vieux d'entre nous. Et Talisker 10 ans m'a enchanté. Et c'est grâce à Talisker Distiller's Edition que j'ai appris à aimer les Sherry Cask et ce finishing bien maîtrisé. Comme on avait vu sur Aran déjà, l'apport du Sherry Cask. Mais là, on a ce mariage Sherry et Talisker qui est une espèce de mariage parfait. Donc là, je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant qu'on reprenne le voyage vers notre dernière île. Alors, il y a une question sur la tourbe. Est-ce qu'il y a de la tourbe ailleurs qu'en Écosse? Oui, en fait, il y a de la tourbe dans à peu près toutes les zones marécageuses. Dans les zones marécageuses, les végétaux en général pourrissent, mais sont couverts par la végétation recouvre ces végétaux en putréfaction. Par conséquent, il manque d'oxygène pour vraiment se dégrader et devenir une vraie terre. Et donc, ça va faire cet élément intermédiaire qui est de la tourbe. Mais dans de nombreux pays, la France en premier, on a beaucoup de tourbes en France, mais en France,
on a une meilleure gestion de notre forêt, donc on avait la culture du bois, on avait aussi d'autres combustibles comme le charbon. Mais par contre, dans les îles, souvent, comme c'est le cas en Écosse, comme c'est le cas en Irlande, ils avaient un peu abîmé leur forêt avant nous. Et surtout, ils n'avaient pas trop de ressources en termes d'énergie. Et donc, la tourbe est restée dans leur culture. Et ça, vous voyez, ça vient encore une fois raconter ce que l'on a, c'est que la culture des gens est ce qui donne vraiment le terroir au whisky. Alors j'entends déjà certains d'entre vous qui pourraient dire, ils nous parlent de tourbe en Irlande, pardon, les Irlandais n'aiment pas trop la tourbe. Effectivement, mais historiquement les whiskies irlandais étaient aussi associés à de la tourbe quand ils étaient paysans, mais très rapidement les Irlandais ont parié sur un whisky, comme on l'a dit tout à l'heure, plus frais, plus subtil, plus élégant. Donc ils ont banni la tourbe, les distilleries sont devenus des distilleries plus citadines, connectées à un public plus citadin et aussi à l'export. Et donc on a banni la tourbe et on a amené la triple distillation pour étirer encore plus ces whiskies et leur donner encore plus de fraîcheur et de légèreté. Alors on va reprendre le voyage et aller vers Lagavulin. L'île d'Ayla en fait, donc de Skye, on reprend le chemin un peu plus au sud et on arrive vers Ayla, donc il s'écrit Islay aussi, et avec une distillerie qui fait partie des pionnières sur cette île, parmi les premières à être arrivées. Donc là on a une édition qui est la dernière version du 12 ans, avec un animal. Ça c'est nouveau dans ces versions-là, le fait qu'il y ait un animal qui vienne permettre de reconnaître l'étiquette. Alors cette version-là, c'est pas une version qui est pérenne, c'est un 12 ans, mais qui est associé à un petit lot. Et comme on l'avait vu la semaine dernière avec Nokando, du coup, on lui associe un millésime 2019. Non pas que l'orge de 2019 moins 12, en fait, 2007, pardon, ait été particulière. C'est juste comme on a fait un petit lot, on ne peut pas tenir la promesse d'avoir un style qui se tienne dans le temps. Autant sur un cardio 18 ans, on vous promet que le prochain cardio 18 ans sera quasiment similaire, vous n'arriverez pas à retrouver la différence ou très difficilement. Autant là, chaque Lagavulin 12 ans propose une expression différente parce que c'est un petit lot, donc l'expression du fût, son positionnement dans le chai, tous sont autant d'éléments qui vont faire de ce small batch, petit lot, une édition particulière. Alors ici, on est dans... J'imagine que nombreux d'entre vous sont un peu des geeks et aiment les éditions limitées, les éditions spéciales. Ça, c'est une édition Lagavulin 12 ans qui est un peu un mythe absolu, qui se positionne tous les ans parmi les whiskies les plus marquants de ce qui sort en whisky tourbé. Et je vais prendre mon verre. Donc là, on a un nez extrêmement expressif. On est aussi sur un whisky qui est brut de fût. Donc là, on est à 56,5% d'alcool. Donc on est sur des gros pourcentages. Et tout de suite, on a cette puissance, cette intensité. Et on va bien sûr essayer d'expliquer ça, d'être capable de le raconter à la personne à qui on va l'offrir. Donc Lagavulin fait le pari de fermentations qui ne sont pas trop longues, à peu près 50 heures. Là, le propos, ce n'est pas d'aller chercher de la légèreté, mais d'aller chercher une proximité avec la matière première, de garder un spectre aromatique assez sage. Pourquoi? Parce que derrière, Lagavulin va avoir des tout petits alambics, trapus, parmi les plus trapus d'Écosse. Alors, ça va faire un peu de bruit. Je ramène mon tableau. Donc là, vous voyez, alors que certaines distilleries ont des alambics, comme on a vu pour Talisker, plutôt très étirés, comme ça, d'accord? Ici, on a un petit alambic qu'on appelle pear shape, en forme de poire, d'accord? Petit et tout trapu. Ce qui fait que la majorité, il y a énormément d'éléments qui vont être capables de jumper jusqu'au col de cygne, vous voyez, versus ici où le chemin était plus long. Ça veut dire que une grosse partie de ce qu'on a fabriqué en fermentation va aller trouver sa place, va passer la distillation, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a intérêt à avoir une distillation plus sage, une fermentation plus sage, pardon, parce qu'on va avoir énormément de gras, de générosité qui vont passer à travers l'alambic. On comprend? Fermentation plutôt courte, alambic de toute petite taille, et derrière, pour garder ce caractère, cette spécificité de cette distillerie, on va avoir un élevage 100% fût de Bourbon. Il y a très peu
de fût autre que Bourbon à la Gaveline. Il y a une expression double maturation en fût Pedro Jiménez, mais qui est somme toute une petite production. Le fût vraiment classique à la Gaveline, ce sont des fûts ex-Bourbon, mais en plus de troisième remplissage. C'est-à-dire que ce sont des fûts qui ne vont pas vraiment marqués par le bois, le whisky, mais qui vont plutôt accompagner dans un assemblage, dans un élevage plutôt enveloppant. Alors on vient à la dégustation, hein. Bien sûr une petite goutte, encore plus sur des brutes de fût comme ça. Et là, c'est souvent les gens qui décrivent la Gaveline, ils disent c'est comme une gifle. La première fois que j'ai découvert ça, c'est un peu à la fois une tourbe extrêmement expressive, hein. Le malt est presque 2 fois plus tourbé qu'à Talisker tout à l'heure. C'est pas le malt le plus tourbé d'Écosse, mais le fait que ces alambics soient parmi les plus petits d'Écosse, à ce moment-là, on arrive dans les whiskies parmi les plus tourbés d'Écosse, hein. Au même niveau qu'un Ardbeg par exemple, hein. Il y a très peu de différence entre la Gaveline et Ardbeg en termes de nombre de ppm après distillation. Et donc, mais par contre, ce qui est fascinant, c'est que ce titan de tour, de puissance, reste en même temps très accessible et très suave. Et ça vient du contrôle des fermentations qui n'ont pas été cherchées de l'extrême, qui auraient fait un whisky peut-être un peu trop extrême avec des alambics si petits. Donc il y a une parfaite corrélation. Je vois qu'il y a une question sur les ppm, c'est quelque chose un peu geeky, mais le malt de la Gaveline est à 35 ppm, le même que Kulaïla. Et pourtant, on a un whisky que je vous ai annoncé comme un des plus tourbés d'Écosse. Pourquoi? Parce que par exemple, peut-être que vous faites la comparaison avec Ardbeg qui a 52 ppm. Le fait est, c'est qu'Ardbeg a 52 ppm, un alambic qui ressemble à celui de la Gaveline, mais qui a un purifier comme Talisker. Et donc, de 52 ppm, il va tomber à 20 ppm. Historiquement, d'ailleurs, jusqu'en 1998, c'était 18 ppm. Mais la Gaveline, peut-être par que de 35, mais comme cet alambic laisse passer énormément de choses, on va finir après distillation à 18 ppm. Donc vous voyez, on est quasiment au même niveau que Ardbeg. C'est pour ça qu'il faut toujours juger les ppm après distillation et non pas avant. On peut annoncer des ppm. Par exemple, si Jura, dont on parlait tout à l'heure, faisait un whisky super tourbé, la finale, avec ses alambics très très hauts, serait quand même très peu tourbée. D'accord? Donc là, à la Gaveline, on est vraiment sur cette maîtrise au niveau de la fermentation pour tout laisser passer au moment de la distillation, cette énergie de dingue, hein, qu'il y a dans ce whisky, qui fait que c'est vraiment littéralement un whisky qui a chamboulé, en tout cas ma génération et ceux qui ont découvert la tourbe avec la Gaveline 12 puis la Gaveline 16. Et on a par contre, jamais on va tomber dans un whisky qui a une note un peu trop grasse ou court de ferme ou un peu animale. On est plutôt sur quelque chose d'une vivacité presque citrique, un peu, on a cette note un peu réglissée qui lui donne les racines de la tourbe en fait, qui lui donne cette fraîcheur incroyable. Et puis 12 ans d'élevage, qui certes c'est pas si jeune que ça, hein, mais c'est pas non plus trop vieux. Et ça laisse à la Gaveline, on perçoit encore le squelette de la Gaveline, l'ADN de cette distillerie qui est quand même bouleversante. Je pense que vous pouvez entendre dans ma voix la passion que j'ai pour cette distillerie. Et ça m'arrive jamais de goûter un de ces whiskies sans vraiment être chamboulé, quoi. D'ailleurs, il existe des versions comme la Gaveline 16 ans, hein, que moi je trouve incroyable, ou le Distillers Edition, le 8 ans qui célébrait les 200e anniversaire de la distillerie. Mais la Gaveline 12 ans, c'est le retour à ce qu'était la Gaveline avant la mode des crêtes de whisky. Et puis, c'est toujours un whisky qui sort chaque année en petite... c'est une série limitée, donc pour un cadeau, c'est toujours un petit plus. Et puis, on a quelque chose de... à la fois de la puissance, à la fois de la fraîcheur et de l'élégance. Vous voyez, on a fait un chemin là où on a compris tous les enjeux de la découverte du whisky avec le maltage. Sommes-nous tourbés ou non tourbés? Donc là, on est un whisky plutôt très tourbé. Puis après, la fermentation. Est-ce qu'on va construire une architecture très puissante, très intense, presque minérale, avec des fermentations longues, comme Talisker, Oban dont on a parlé, ou bien sûr Cardiou? Ou alors, est-ce qu'on cherche des fermentations plus sages, comme Aran ou Jura, qui conservent vraiment le caractère primaire de la matière première, hein. C'est vraiment ce qui est recherché à la Gaveline. Ensuite, après les fermentations, l'alambic, est-ce qu'on a des alambics élancés, comme Jura ou Aran, qui vont favoriser des profils plus légers, plus aériens, ou alors des alambics plus trapus, comme celui de Cardiou et a fortiori celui de la Gaveline, qui vont exprimer tout le volume, la puissance, la rondeur de ces whiskies. Et puis enfin l'élevage. Donc bien sûr le fût de Bourbon, comme ici hein, sur la Gaveline 12 ans, qui
respecte le plus le style de la distillerie, ou alors petit à petit le monde du whisky qui a appris à jouer avec les fûts de vin, à jouer avec le caractère, les boisés que ça pouvait apporter, voire des fûts qui pour le monde du whisky écossais étaient exotiques, comme les fûts français qui sont utilisés dans Seven Wood, et qui vont emmener le whisky ailleurs. Donc c'est quand même important, quand on chemine comme ça, d'être capable de jalonner notre chemin, et surtout quand on veut l'expliquer à quelqu'un. Plus on maîtrise, plus on est prompt à partager sa passion, à expliquer aux gens pourquoi choisir tel ou tel whisky. Est-ce qu'on a quelques questions avant que Ah, alors, une question sur le verre, bien sûr. Bougez pas, je saisis un autre verre pour vous montrer. En fait, comme je vous l'ai dit, je n'aime pas les dogmes et vous pouvez apprécier un grand whisky à n'importe quel endroit, n'importe quel moment et dans n'importe quel verre. La façon d'utiliser ce verre va jouer un rôle important par contre. Je vais volontairement être un peu polémique, hein. Je vais prendre ce verre qui est vraiment pas magique, qui ne révèle pas le meilleur du monde du whisky, mais ce verre qui est un tumbler long comme ça, pas du tout idéal. Je vais mettre mon Lagavulin 12 dedans, donc j'imagine que j'en fais frémir certains, mais ça n'empêche que ce verre bien utilisé va pouvoir m'apporter une lecture très intéressante de Lagavulin. Par exemple, là, si jamais je le sens comme ça, je suis très loin du jus, très loin du whisky. Donc un peu comme à la manière de ce qui se passe dans un alambic, seules les molécules très légères vont venir à mon nez. Donc je sens, et c'est une interprétation de Lagavulin. Mais je peux aussi prendre ce verre, l'incliner, le faire rapprocher de mon nez et là sentir les notes plus lourdes, plus puissantes, comprendre l'intensité de la Lagavulin. D'accord? Ensuite, le principal, comment... Alors bien sûr, ce verre abrupt va avoir tendance à envoyer le whisky de manière un peu brutale dans mon palais, mais comme je le sais, et comme on a appris à le faire, tout doucement, je le laisse glisser derrière ma lèvre, se mélanger à ma salive, et là, avec le même plaisir que précédemment, j'ai la Lagavulin. Je sens quand même, à cause du verre, un peu plus de structure, un peu plus de puissance, mais finalement, c'est une interprétation qui ne me déplaît pas, c'est juste différent. Et donc, on voit que je peux utiliser un tumbler dans les pires conditions, chez quelqu'un qui n'aurait pas les verres adéquats, et ça marche quand même. Vous pouvez, si vous offrez un Lagavulin 12 par exemple à quelqu'un qui n'a que ces verres-là, vous pouvez lui proposer un très beau moment de dégustation. Vous pouvez aussi utiliser des verres à vin qui sont en général, qui s'ouvrent un peu trop qui se referment et qui envoient le whisky vers le haut, mais pareil, bien utilisé, ça va. Moi, mon verre favori, ça reste quand même ces verres de type tulipe, avec l'écartement par rapport au jus qui est à la taille parfaite, et puis ce profil qui s'ouvre et qui va aider à déposer le whisky juste derrière ma lèvre. Donc vous voyez, j'espère que vous voyez, il n'y a pas de dogme, pas d'idée reçue, rien qui nous arrête à ne pas partager un moment whisky. Même quelqu'un qui vient et qui vous dirait « Moi, je veux du coca dans mon whisky », alors bien sûr, vous pouvez trouver un whisky qui est peut-être... qui vous ennuie moins de mixer, mais sachez que quand même, un des cocktails qu'un journaliste très connu que je salue, Dave Broom, a fait aimer à plein de gens, le Lagavulin Cola par exemple, hein, qui est un cocktail qui reste très cool. Mais sinon, la personne, essayez de l'initier. Montrez-lui qu'une petite goutte, ouvrez-lui l'esprit, guidez-le, donnez-lui les codes et les repères qui permettent de découvrir le whisky. Et là, quand vous avez emmené quelqu'un vers la passion qu'on peut avoir sur ces grands whiskies, envie de découvrir cet univers-là, c'est peut-être le plus beau cadeau que vous pouvez faire. Et quand on goûte intelligemment, avec un petit centilitre dans un verre, même si on prend Lagavulin, qui est une édition limitée, fort pourcentage d'alcool, donc les taxes sont plus élevées, on est à 126 €. Chaque centilitre que vous lui offrez, c'est 1,50 €. On est d'accord, on ne va pas convoquer la presse parce qu'on a fait un cadeau d'1,50 € à quelqu'un. Par contre, tout cet univers que vous lui ouvrez, les souvenirs que vous aurez en échange, il ne vous oubliera jamais. Donc ça, c'est vraiment la grande force de notre passion, partager des moments. Et alors, pour finir, j'aimerais bien reprendre un petit peu le voyage qu'on a suivi. On commence par découvrir Arran, une ouverture vers ces whiskies plus modernes, 1995, hein, c'était un peu le début du renouveau des distilleries après plus de 20 ans de crise très dure en Écosse.
Et avec cette version, donc, on rappelle, hein, fermentation courte, des maltes non tourbés, un alambic plutôt élancé pour faire des whiskies aériens, et puis accompagné par la générosité, la puissance aromatique et le gras d'un sherry cask qui lui donne, qui le structure un petit peu. Ensuite, on a été sur l'île de Jura, cette distillerie qui aussi un peu fermentation courte, alambic très élancé, mais qui vient un peu booster tout ça avec une petite trame de tourbe, et puis le fût de chêne français qui vient révéler ses arômes. Ensuite, on est allé redécouvrir certainement, et c'est ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est redécouvrir les mythes oubliés, les grands classiques. Et là, Cardiou 18 ans, j'espère que nombre d'entre vous auront eu envie de redécouvrir Cardiou, cette distillerie qu'on a souvent jugé un peu rapidement comme un petit whisky un peu facile, un peu léger, mais non. Fermentation longue et 18 années de vieillissement qui vont nous permettre d'apprécier ça. Je reviens juste sur les prix, on me rappelle alors à l'oreillette, mais donc Aran, avec cette version Sherry Cask, on est à 66 euros. Derrière, Jura 70 euros, pas beaucoup plus cher. Et puis Cardiou 18 ans, un grand classique, 18 ans, 73 euros. Donc j'ai l'impression d'être en téléachat, mais c'est cool quoi aussi. Un cadeau, c'est toujours lié à un prix. Et là, on est sur un prix quand même très très sage. Et puis derrière, on a vu donc Cardiou, hein, qui est ce grand classique que j'aime beaucoup, que j'adore faire redécouvrir à des gens qui auraient tendance à le snobber un petit peu. Et puis derrière, on est allé vers... On a commencé à s'attaquer aux mythes absolus. Hein. Peut-être deux des distilleries qui font partie des top 10 des plus impressionnantes en Écosse et qui ont bouleversé le plus de monde, qui ont passionné autant de Français. Talisker pour commencer, espèce de mythe de l'île de Skye, avec une version moins connue. Donc c'est toujours sympa pour un cadeau d'emmener les gens vers une découverte, quelque chose qu'ils ne connaissent moins. On associe, souvenez-vous, ce caractère marin, minéral, un peu salin de Talisker, enveloppé avec juste une petite dose, quelques mois de passage en fût de sherry, qui vont transformer sa tourbe marine avec une note un peu plus grillée, un peu plus de profondeur. Donc ça, vraiment un très très beau cadeau à faire. Et puis derrière, on descend et Ayla, le monstre, le titan, mais bien éduqué quand même. Et on a cette bouteille magnifique aussi, un autre levier hein, pour le cadeau. Talisker, j'ai oublié de le dire, mais on est à 56 euros, hein, donc un mythe accessible quand même. Et puis là, on passe dans une autre catégorie. Quand on offre la Lagavulin 12, on commence à offrir à quelqu'un aussi la tourbe puissante, mais aussi les whiskies rares, les whiskies de collection. Et ça peut faire partie du plaisir pour les gens de savoir qu'ils boivent quelque chose qui ne durera pas très longtemps. Le prochain Lagavulin 12 ne sera pas le même, le dernier était un peu différent. Moi j'aime beaucoup cette édition-là, qui par rapport à l'année précédente est plus aérien, plus incisif, plus marqué par cette note de réglisse que j'aime tant moi chez Lagavulin. Et puis là, on est voilà, sur la rareté, sur le collector, sur les forts pourcentages d'alcool. 126 euros. Finalement, c'est pas, quand on ramène ça à la dégustation, au plaisir du partage, ça fait 1,50 € la dose. Souvenez-vous, c'est quand même pas énorme. Et puis, une petite dose, ça veut dire qu'on partage un moment en pleine conscience, sans problème de l'alcool, une consommation responsable. Les amateurs de whisky sont là plutôt pour de la consommation responsable. Et puis, le plaisir de découvrir ces whiskies littéralement bouleversants. Donc voilà, on a fait ce petit tour en Écosse. Clairement, des cadeaux qui oscillent entre 56 euros pour Talisker. Donc on voit le moins cher reste un whisky complètement mythique, jusqu'à 126 euros pour le mythe Lagavulin 12 ans qui fascine tant. Voilà, j'espère qu'on vous a donné les armes pour aller partager votre passion. Ce cadeau de fête des pères, j'aurais adoré qu'on fasse ça aussi pour la fête des mères. J'aime toujours dire, hein, les mamans cool boivent du whisky. Et là, c'est pas, on va peut-être l'offrir à son père, à son beau-père, à n'importe quel garçon pour qui on a l'occasion de l'offrir, mais on va ouvrir cette bouteille, la servir dans des verres, expliquer une petite dose, cette petite goutte, et là on va partager un moment. Et ça, c'est ce qui va rester de cette fête des pères, c'est ces moments d'échange, de partage, cette histoire du whisky, cette découverte incroyable. N'importe quelle personne qui aime le goût, qui aime le beau, ne peut pas rester insensible au monde du whisky. Je vais prendre quelques questions avant de finir avec vous. Je crois que j'ai même débordé un peu sur le temps, mais... Alors, a priori, on a pas mal de questions sur le food pairing. Et alors, peut-être que ceux qui posent ces questions savent à quel point ça me tient à cœur. J'ai appris à aimer le whisky comme ça. J'ai surtout appris à partager le whisky comme ça. Et notamment...
il y a ici 3 whiskies sur lesquels j'ai beaucoup fait food pairing. Cardio. Cardio, moi je l'ai très souvent fait découvrir à des amis avec des jambons crus. Notamment le Parme ou le San Daniel, ces jambons italiens qui sont eux aussi issus d'une fermentation, eux aussi issus d'un élevage délicat. Et comme dans Cardio, on a le caractère, le côté un peu animal du jambon, cette structure carnée comme ça que j'adore, mais en même temps une souplesse, un volume, une rondeur. Donc un peu le côté carné, c'est les fermentations de Cardio, et puis ce petit alambic qui favorise la rondeur, cet alambic trapu en tout cas, et cette générosité, c'est ce côté presque doux, cette texture fondante des grands jambons italiens. Donc vous coupez une chiffonnade de jambon de Parme ou de San Daniel, vous la mangez, vous la mâchez bien, et donc le gras du jambon nappe vos muqueuses, et là-dessus vous déposez une toute petite goutte de Cardio qui va s'exprimer en alliant les 2 meilleurs solvants organiques que l'on connaisse, le gras et l'alcool. Donc c'est toute la magie du goût, on l'a en bouche, c'est une explosion, et c'est une découverte incroyable. Et puis après, Talisker. Alors Talisker, moi j'aimais historiquement l'associer au saumon fumé. Donc là pour le coup, comme c'est le Distillers Edition, on évitera un saumon fumé type peut-être norvégien, peut-être plutôt des saumons fumés écossais, qui en plus sont plus responsables en général, et parce que leur fumage, traditionnellement, est un peu plus marqué, peut-être d'ailleurs lié à la culture du whisky. Et donc, ça va mieux accompagner un Talisker Distillers Edition, mais surtout le Talisker Distillers Edition, tentez-le avec 2 ingrédients magiques qui fonctionnent à merveille, plutôt sur la fin du repas, un très vieux comté. Vous voyez, le vieux comté, les cristaux qu'on appelle cristaux de sel, qui sont en réalité des protéines qui donnent le goût umami. Et là, ça va donner une intensité, une profondeur à ce whisky, mais incroyable. J'en ai l'eau à la bouche. Et puis, Talisker Distillers Edition, associez-le sinon à des grands crus de chocolat noir, plutôt des pourcentages assez élevés, mais sans dogme encore une fois. Mais pourquoi ces grands crus de chocolat noir? Parce qu'ils ont à la fois cette structure, mais aussi cette note un peu acidulée et fruits rouges, qui vient vraiment faire vibrer le côté sherry cask de Talisker et qui fait un accord incroyable. Et puis enfin, le dernier qui, moi, m'a nombreuses fois bouleversé, c'est l'agaveline avec 2 ingrédients magiques. Le premier, mettez l'agaveline sur une huître affinée, comme des huîtres qui ont eu un travail derrière pour leur donner du gras, pour donner de la densité. Et là, avec l'agaveline, c'est une espèce d'explosion de saveurs, cette espèce de titan du goût qui se rejoignent et qui se marient à merveille. Et sinon, moi, historiquement, j'étais fromager, donc il y a un accord que j'adore, c'est l'agaveline avec le roquefort. Là, vous prenez, pour la fête des pères, un petit toast de pain d'épices que vous voyez, vous le toastez un peu pour le caraméliser. Vous écrasez du roquefort que vous pouvez détendre un peu avec de la crème fraîche. Vous le goûtez comme ça, et après, une petite goutte de l'agaveline 12 ans, et là, c'est un moment de dingue. C'est un espèce de choc des titans, les 2 produits se confrontent, c'est pas du tout un accord où les 2 se mêlent gentiment, ou alors un accord où les 2 s'associent. Non, c'est une confrontation où aucun des 2 ne lâche, mais c'est une espèce d'explosion en bouche. On a vu plein de gens qui n'aimaient pas le roquefort apprendre à aimer le roquefort grâce à cette association avec l'agaveline 12. Vous voyez, encore une fois, finalement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise sur le whisky, la pédagogie, le fait d'apprendre à le comprendre et à le déguster, ça amène à une chose, c'est au partage, à la convivialité. Et finalement, je crois que c'est ce qu'on aime vraiment dans le whisky, mieux comprendre, l'apprendre pour mieux le partager et pour avoir des moments qui sont clairement immortels, qui vont offrir des moments de fête des pères incroyables. Voilà. Alors on va vous laisser jusqu'à la prochaine masterclass. J'espère vous retrouver jeudi. J'ai de plus en plus d'ailleurs un immense plaisir à vous retrouver. Jeudi prochain, même heure, 19h, pour un grand moment de partage, une espèce de communion autour du whisky et autour de la fête des pères, autour des moments d'échange. Alors il y a la chance là avec cette masterclass, c'est en lien direct avec whisky.fr et avec justement le mot de passe qui est dans la base de la page.
masterclass-écosse qui vous permet d'avoir ces whiskies. Donc on a vu un gap de prix vraiment sage pour des whiskies de cette qualité. On a vraiment cherché des rapports qualité-prix incroyables et des whiskies bouleversants avec en plus les frais de port qui permettent de se faire plaisir, voire de les emmener directement chez votre père si vous n'êtes pas assez proche ou si le confinement vous empêche d'aller le retrouver. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une excellente soirée. À la semaine prochaine, j'espère vous retrouver. Merci pour ce moment. Et merci à whisky.fr de nous avoir accueillis, Distillerie de Paris et les grands whiskies écossais chez vous ce soir pour un moment de partage. À très bientôt. Au revoir. C'est bon ?